du 22 au 24 août, tous les regards convergeront vers Johannesburg où se tiendra le 15e sommet des BRICS. Les 5 membres, l'Afrique du Sud, le Brésil, la Chine, l'Inde et la Russie, se réuniront pour construire le futur économique et politique mondial. Malgré l'absence physique de Vladimir Poutine, plusieurs sujets majeurs seront débattus lors de cette rencontre d'envergure, dont essentiellement l'élargissement du groupe. L'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Égypte et bien sûr l'Algérie ont officiellement déposé leur candidature d'adhésion. Cependant, des divergences existent. La Chine pousse pour une expansion, tandis que l'Inde et le Brésil hésitent. Mais au-delà des discussions, quelles nouvelles perspectives les BRICS apporteront-ils à l'équilibre économique mondial? Quelles sont les possibilités pour notre pays d'adhérer au groupe et quelles opportunités cela pourrait-il générer? C'est avec le sommet des BRICS que nous entamons ce premier numéro de votre émission Le Point VIP. Un rendez-vous hebdomadaire proposé par votre quotidien Al-Watan où des personnalités de divers horizons viendront partager leur expertise. Prêts à faire le point sur l'actualité ensemble? C'est parti! Bonsoir et bienvenue dans ce tout premier numéro de votre émission Le Point VIP, une émission 100% digitale proposée par votre quotidien Al-Watan. Comme vous venez de le voir, la thématique d'aujourd'hui est le sommet des BRICS et l'adhésion probable de l'Algérie à ce groupe Select. Pour discuter de cette thématique d'actualité, notre premier invité VIP est Dr Morad Gomeri, docteur d'État en sciences économiques. Monsieur Gomeri, bienvenue parmi nous. Et merci d'avoir accepté l'invitation. Merci, Atek Saha. Je suis privilégié, et surtout, vous avez abordé un problème brûlant, qui est le sommet des BRICS, qui va se tenir dans quelques jours. Et donc, il va falloir que, au niveau didactique et pédagogique, on définisse un peu ce que c'est que ce mouvement, comment il est né et comment il va pouvoir évoluer. Justement, notre première question, c'est justement par rapport à ça. Donc, le sommet des BRICS se tient dans quelques jours. Qu'est-ce que les BRICS? Alors, pour cela, il va falloir remonter un peu et parler du G7, qui est une espèce de réunion des pays les plus industrialisés, constituée par le Canada et les États-Unis pour la région nord-américaine. En Europe, vous avez le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France et l'Italie. Et enfin en Asie, le Japon. Donc ce groupe des 7, ou des pays les plus industrialisés, se réunissent pour un peu organiser l'économie mondiale. Bien entendu, il y a un grand absent dans cette espèce de forum où on décide de l'économie mondiale, c'est le reste des pays, et notamment ceux émergents, pays émergents comme la Chine, comme le Brésil et comme d'autres. Et donc ces pays, au fur et à mesure que leur part dans l'économie mondiale et le commerce va grandir, vont demander à ce que leurs intérêts soient protégés. Et pour que leurs intérêts soient protégés, eh bien, ils se sont regroupés dans ce qu'on appelle les BRICS. D'abord, puisqu'il y avait 5 pays, donc le B comme Brésil, R comme Russie, I comme Inde et C comme Chine. Et puis là, je suppose que ces pays ont découvert qu'il manquait un continent entier, donc c'était l'Afrique, et donc ils ont choisi le pays le plus industrialisé en Afrique, qui est l'Afrique du Sud, et ça donnait les BRICS. Alors, ces pays réunis dans les BRICS revendiquent bien entendu leur part ou leurs intérêts dans le marché mondial et que les décisions, les grandes décisions de cette économie mondialisée ne soient pas prises uniquement par le G7, mais ils revendiquent de pouvoir débattre et surtout faire en sorte que leurs intérêts soient protégés. Alors, pourquoi ces pays, le groupe BRICS va attirer d'autres pays? C'est que les autres pays également
qui ne sont pas encore membres de ce groupe, vont avoir les mêmes intérêts, c'est-à-dire qu'ils vont vouloir, bien entendu, défendre leurs intérêts bien compris dans cette économie mondiale qui commence à montrer d'autres points et d'autres zones que les pays industrialisés eux-mêmes en tant que tels. Et cette montée en cadence de ces pays, disons, qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, c'est un nouveau concept géopolitique et géostratégique, eh bien, il demande bien entendu le pendant politique, c'est-à-dire le multilatéralisme par rapport à l'hégémonisme, bien entendu. Hein. Parce qu'il ne faut pas oublier que tout cela remonte à la Deuxième Guerre mondiale, aux accords de Bretton Woods et à la création d'instruments comme la Banque mondiale, comme le Fonds monétaire international et comme le GATT, d'instruments multilatéraux bien entendu, qui jusqu'au jour d'aujourd'hui continuent à financer, continuent à structurer l'économie mondiale en l'absence des autres pays. Pourquoi? Parce que tout simplement, pour ce qui concerne la Banque mondiale et le FMI, la construction de ces institutions ont été faite au prorata des capitaux engagés par ces pays. Okay, donc ça signifie qu'un pays comme les États-Unis, avec une part de 19-20%, domine complètement cette institution et rien ne peut se faire sans l'aval des États-Unis. La même chose pour le Fonds monétaire international. D'ailleurs, il y a une règle non écrite, c'est qu'il y a toujours un président américain à la tête de la Banque mondiale et toujours un directeur général français à la tête du FMI jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc finalement ces 5 pays aujourd'hui se sont réunis pour avoir quand même un mot à dire dans toute cette géopolitique mondiale. Enfin, un mot à dire pour défendre leurs intérêts, bien compris. Aujourd'hui, c'est-à-dire que depuis la Deuxième Guerre mondiale à aujourd'hui, le monde a beaucoup évolué. Hein. Vous avez des pays qui, à l'époque, comme la Chine, dépendaient pratiquement des autres pays pour pouvoir nourrir leur population. Et aujourd'hui, la Chine est l'atelier du monde. Hein, donc, avec des excédents en termes de balance des paiements énormes, et qu'ils investissent à travers le monde, à travers leur politique, dite des routes des soies, etc. etc. D'autres pays, comme effectivement le Brésil et l'Inde, hein, qui aujourd'hui prennent une part de plus en plus importante dans le marché mondial, et bien entendu revendiquent le droit de pouvoir défendre leurs intérêts par rapport, bien entendu, aux pays dits industrialisés. Alors aujourd'hui, les BRICS, quelles sont les formules d'adhésion à ce groupe et quels sont les critères aussi? Alors, là, vous rentrez dans les structures internes des BRICS. Comme toute organisation, elle a des règles intérieures qui permettent à d'autres pays soit d'adhérer, soit aux pays membres de sortir. Hein, il y a les deux possibilités. Effectivement. Alors, les règles au sein des BRICS, les règles les plus importantes, c'est les règles dites strictement économiques, donc le PIB, la part dans le commerce international, etc. Et donc il y a là des minima à avoir pour pouvoir avoir la prétention d'être dans les BRICS. Cependant, il y a une formule qui est celle d'être membre à part entière, et la deuxième formule, c'est d'être observateur. C'est-à-dire observateur, vous n'avez pas le droit de vote. Mais vous pouvez... Donc c'est la seule différence, pardon? C'est la seule différence entre les deux? Des deux formules? C'est juste le vote? Oui. En attendant, hein, le poste d'observateur n'est pas figé, en attendant que vous remplissiez les critères de base. Et cette année, où nous sommes à la 15e édition justement de ce sommet, qui se tient justement du 2 au 24 de ce mois d'août. Pourquoi y a-t-il un grand engouement cette année? Alors, un engouement, c'est peut-être pas le terme, mais disons qu'il y a beaucoup de pays qui considèrent qu'ils n'ont pas leur place dans le groupe des 7,
les groupes des pays les plus industrialisés, mais qu'en rentrant dans les BRICS, leurs intérêts seront mieux protégés. D'accord. Y a-t-il une crainte quelque part? Bien sûr. Vous savez très bien que le système de sanctions qui a été mis en œuvre depuis l'Iran, etc., fait que beaucoup de pays considèrent qu'ils risquent eux-mêmes d'être sanctionnés si ils ne satisfassent pas au diktat des États-Unis. Vous savez, ça a commencé par ce qu'on appelait l'externalisation de la justice américaine. Vous savez qu'aujourd'hui, n'importe quel petit juge d'un État au fin fond de l'Amazonie, au fin fond de l'Oklahoma ou de l'État de New York, peut condamner un pays. À partir du moment, par exemple, où il utilise des dollars, eh bien, les États-Unis considèrent que la loi américaine est partie prenante. Donc, l'Algérie, ce qu'elle attend de cette adhésion, c'est justement qu'elle rentre dans un groupe qui protège les intérêts de ces pays, des pays membres. Hein. Et qu'est-ce qu'elle attend en retour? C'est que ces pays membres, ou d'autres, puissent utiliser notre pays en tant qu'une espèce de hub, une espèce de plateforme pour développer leur commerce et leurs industries, pourquoi pas, soit vers l'Europe, puisque regardez la carte de l'Algérie, elle a une dimension africaine extraordinaire, elle descend jusque très bas, Borj Badi Moukhtar, c'est plus bas que le tropique du Cancer, et l'Europe, sans compter sa dimension arabe, puisqu'elle fait partie de la Ligue arabe. Donc, bien entendu, c'est une porte, en quelque sorte, pour des pays comme l'Inde, comme la Chine et même comme le Brésil, qui souhaitent développer des investissements dans cette région géopolitique et qui, bien entendu, voient en Algérie une plateforme, en quelque sorte, pour pouvoir développer leurs industries. Dans le cadre des BRICS tels qu'ils sont, mais plus le nombre va grandir, plus cette possibilité va grandir avec. Il y a une certaine extension qui risque de venir. Le seul problème, enfin, pas le seul, mais disons l'un des problèmes fondamentaux, ce que je l'ai dit, c'est un peu la vision, confrontation ou complémentarité par rapport aux pays les plus industrialisés, par rapport au G7. Justement, le chef de l'État a souligné lors de sa dernière rencontre avec les médias que l'Algérie a toutes les chances aujourd'hui d'intégrer le groupe. الفاعلين فيها الصين، روسيا، جنوب افريقيا، حتى البرازيل. ديلما الرئيسة السابقة تاع البرازيل اللي هي رئيسة البنك الحالي قالت الجزائر ضرورية للبريكس، لأن الجزائر منفذ لشيماء، ماهيش غير وحدها، بوابة لعدم الانحياز وعدم كذا. ثانية إذا كان تفاهموا على الأغلبية راه عندنا. Dispose-t-on aujourd'hui réellement de tous les critères pour pouvoir y adhérer, en tant que membre observateur ou en tant que membre à part entière? En tant que membre à part entière, non. C'est clair, net et précis. Nous ne remplissons pas toutes les conditions, tous les critères affichés en termes de PIB, en termes de place dans le commerce mondial, en termes de diversification, etc. etc. Ceci dit, notre économie croît, il y a des programmes et des investissements dans ce cadre-là, et il n'est pas irraisonnable de penser que dans quelques années, on remplira tous les critères et nous serions cette fois membres à part entière. Donc c'est jouable en fait dans quelques années. Ah ben oui, mais être observateur, c'est pas quelque chose d'être inférieur, c'est pas un strapontin. C'est pas rien en fait. Oui, bien sûr, c'est une antichambre vert. Donc vous remplissez pas un certain nombre de critères, on vous met
À côté, on vous dit, bon, voilà comment vous allez devoir faire et développer ceci et cela pour pouvoir ensuite être membre à part entière. Ce n'est pas déshonorant, ce n'est pas un poste inférieur, il ne faut pas le prendre de cette manière. D'autre part, il ne faut pas oublier que le BRICS le groupe a créé des instruments. Justement. Par exemple, la nouvelle Banque mondiale de développement. Justement, on y arrive, justement, la nouvelle banque de développement. Voilà. Mais avant d'y arriver, en tant que membre observateur, avons-nous tous les avantages qu'un même membre à part entière? Non, on n'a pas le droit de vote. C'est juste ça? Ben oui, mais c'est juste ça, c'est extrêmement important. Oui, certainement. Oui, c'est la prise de décision, en fait. Nous sommes membres du Conseil de sécurité de l'ONU, je vous rappelle. Oui. Mais nombre non permanent. Oui. Bon, un membre non permanent du Conseil de sécurité ne vote pas. Oui. Seuls les membres permanents du Conseil de sécurité votent. Donc là, nous sommes un peu dans cette situation. Nous sommes observateurs, c'est-à-dire nous partageons l'ensemble des débats, on participe, on donne notre avis, etc., etc. Mais quand il va falloir prendre une décision, c'est seuls les membres permanents, seuls les adhérents à part entière qui décident. Ok. Donc, pour revenir justement à la nouvelle banque, donc, quelles sont aujourd'hui les missions aujourd'hui de cette banque de développement? Alors, j'ai peut-être pas assez souligné avant que en 1944, on a créé 3 instruments. On a créé la Banque mondiale, IBRD, donc Banque internationale de reconstruction et développement, le Fonds monétaire international et le GATT, General Agreement Tariff and Trade, qui est devenu l'Organisation mondiale du commerce après les accords de Marrakech. Pourquoi? La première, la Banque mondiale, c'était, comme son nom l'indique, la reconstruction. Reconstruction de quoi? Reconstruction de l'Europe dévastée. Bien sûr, oui. C'est la première formule. Et développement, donc, il fallait développer ces pays, les mettre à niveau. Et puis, au bout d'une vingtaine d'années, la Banque mondiale a ripé vers les pays en développement. On appelait ça les pays sous-développés, ensuite les pays en voie de développement. Et donc, mais la construction de la Banque mondiale et du FMI s'est faite sur la base de la contribution des pays dans le capital de ces institutions. Ça veut dire que celui qui a le plus d'actions dans les institutions, c'est lui qui décide. Par contre, le GATT, les décisions sont prises un pays, une voix. C'est le système onusien. Un pays, une voix. La Banque mondiale, c'est pas un pays, une voix. C'est un pays, combien vous avez mis d'argent, ça vous donne... Ça vous donne le droit, justement, de... Ça vous donne la décision. Aujourd'hui, la Banque mondiale, avec 20% du capital, les États-Unis dominent complètement la Banque mondiale. La même chose pour le FMI. Nous avons un exemple. La Tunisie, ce qui s'est passé en Tunisie. Pour 1,9 milliard de dollars, ce pays a été obligé, enfin, on lui a demandé de prendre un certain nombre de conditionnalités, telles que, par exemple, éliminer les subventions. Mais éliminer les subventions, notamment des produits alimentaires, c'est faire exploser ce pays. Bien sûr. Donc, vous voyez que ces décisions qui semblent de nature économique, en fait, sont de nature politique. On aurait pu facilement réunir des pays du Golfe avec d'autres pays arabes et faire un fonds d'aide à la Tunisie qui ne passe pas par le Fonds monétaire international. D'ailleurs, la position de l'Italie a été extraordinaire. Avec si vous voulez, la relation historique entre la Tunisie et l'Italie. Le président du Conseil, donc Meloni, Italie, avait fustigé la décision du FMI et disait qu'il faut enlever ces conditionnalités et donner à la Tunisie les moyens de régler ses problèmes de balance des paiements. Bon, pour des raisons aussi très claires, c'est que à travers la Tunisie, c'est toute l'émigration
saharienne qui transite. Donc il y avait une double vision, à la fois une vision économique, mais aussi une vision géopolitique. Donc finalement, la nouvelle banque de développement est une alternative? Plus que ça. Vous savez que l'Algérie a adhéré au FMI et à la Banque mondiale en 1963, en mettant un peu de sous, pas beaucoup à l'époque, mais suffisamment avec un groupe. Nous avons réussi à avoir un poste de directeur exécutif, donc au sein de la banque. C'est là où j'ai travaillé d'ailleurs quelque temps. Et si tous les pays qui sont membres de la Banque mondiale rejoignent la nouvelle banque de développement, la Banque mondiale va tomber pratiquement. Effectivement, parce qu'il n'y aura personne. Il n'y aura peut-être pas personne, mais en tous les cas... il n'aura plus la force qu'elle a aujourd'hui. C'est clair. C'est clair que... Donc c'est un instrument qui est à double tranchant. D'une part, il va pouvoir mobiliser des ressources pour le développement, mais d'autre part, si les gens retirent leur argent de la Banque mondiale et mettent cet argent dans la nouvelle banque mondiale, eh bien entendu, la Banque mondiale va manquer de ressources, ou en tous les cas, ne va pas pouvoir régner comme elle règne actuellement sur le financement du développement au niveau international. Okay. Merci beaucoup, M. Gomeli, d'avoir été parmi nous et de nous avoir éclairé. C'est ainsi que prend fin notre tout premier numéro de votre émission Le Point VIP. Restez connectés, on se retrouve dans une semaine.